individuels ou bien sur leur MSP, leur CPTS, leur CEL, que sais-je, un petit peu tout. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une foire aux questions juridiques sur les CPTS. Donc un certain nombre de questions ont été posées. Alors je profite puisque Fabienne a démarré l'enregistrement, juste pour vous dire une chose, puisque les enregistrements ont vocation à rester, puisqu'on parlait de RGPD, les fichiers ont tendance à rester, à exister pendant un certain temps. Ce dont nous allons échanger, débattre aujourd'hui, et les réponses que je vais pouvoir apporter ne sont valables qu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire 19 septembre 2025, puisque vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure du temps, la loi évolue, la réglementation évolue, et ce que je peux vous dire aujourd'hui ne sera pas nécessairement valable demain. Tout simplement parce que ça change, parfois ça change même très très vite. Donc là, c'est vraiment en l'état du droit, comme on dit, que je vais apporter ces réponses. Donc, Fabienne, je vous disais, a fait une succession de questions donc, qui mériteront d'être potentiellement complétées. Je veux juste vous dire que certaines questions qui ont été posées relèvent plus de la compétence d'un expert comptable que d'un avocat. J'y tâcherai d'y répondre, mais je vous prie d'excuser l'imprécision de certaines réponses que je pourrais faire, mais juste, c'est pas du tout notre domaine d'activité. Voilà, c'est vraiment notre domaine d'activité réservé aux experts comptables que, par exemple, les modalités de calcul de charges sociales, je vous avoue, je ne sais pas faire moi-même, c'est mon expert comptable qui le fait pour le cabinet. Donc voilà. Donc sur cette liste de questions, et puisque le docteur Deslandes en parlait, vous avez posé des questions sur le RGPD. Et vous avez posé la question qui était très simple, qui dit comment être en règle en termes de RGPD dans les actions des CPTS. Alors en fait, c'est comment être en règle avec le RGPD tout court. Ce qui est exigé pour une CPTS va varier véritablement de la nature de votre CPTS et des actions que vous allez entreprendre. S'il s'agit juste d'une réunion, ce qui est parfaitement possible, hein, juste d'une réunion de professionnels de santé d'un même territoire, sans nécessairement, pour le moment, de développement de projets d'importance, vous allez pouvoir être soulagé, non pas de ne pas respecter le RGPD, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous soulager de ne pas avoir à mettre en place des règles extrêmement claires. Mais dès lors que vous êtes une CPTS qui a des actions de recensement, donc de création de fichiers, à ce moment-là, vous êtes soumis à des obligations. Donc le RGPD pour une CPTS, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord désigner une personne qui s'appelle un délégué à la protection des données. Alors DPO, c'est en anglais. Le terme est en anglais, il n'est pas en français. Il est resté comme ça, mais c'est pas le terme français. Le Data Protection Officer, en français, c'est délégué à la protection des données. C'est avoir un DPO, mais j'y reviendrai, je vous dirai ce que c'est qu'un DPO et qui peut être DPO, mais d'avoir quelqu'un qui va accomplir certaines tâches. Et la première des tâches, ça va être de cartographier les traitements de données, c'est-à-dire identifier tout ce qui relève de données personnelles que la CPTX peut collecter ou qu'elle peut utiliser. Voilà, un mailing ou autre, c'est un fichier, c'est la constitution d'un fichier avec des données personnelles. Que ça soit d'ailleurs aussi bien professionnels de santé, que ça soit des patients, que ça soit les salariés, que ça soit des partenaires ou autres. À partir de là, vous avez un fichier, donc vous avez des données. Donc c'est bien identifier ces différents types de données que vous avez. Ensuite, c'est de déterminer la base légale de ces données, savoir si de posséder une telle base a un intérêt légitime. La plupart du temps, évidemment, c'est oui, une CPTS n'est pas là pour faire du commerce. Hein. On n'est pas, Amazon ou autre pour aller constituer des listings de consommateurs. Donc oui, il y a un intérêt légitime. C'est de voir également si vous avez recueilli le consentement pour constituer cette base de données. Ça, c'est parfois, on passe parfois un petit peu au travers là-dessus. Hein. Donc, sur le consentement, il faut faire attention, et d'autant plus attention lorsqu'il s'agit potentiellement de patients ou de partenaires extérieurs. On va considérer que lorsque un professionnel de santé adhère à une CPS, au moment de son adhésion, il consent à ce que la structure à laquelle il a adhéré dispose d'informations et de données personnelles. Si ce n'est pas fait, de toute manière, il faut afficher ça clairement. Alors, l'affichage clair du traitement de données,
beaucoup, beaucoup, beaucoup de CPTS ont aujourd'hui des sites internet, c'est de rajouter dans vos mentions obligatoires sur vos sites internet des petites phrases, Vous pouvez par ailleurs, vous pouvez très très bien vous inspirer de ce qui est écrit sur le site internet de la FEMASORA, puisque il me semble, alors je ne me rappelle plus si c'était avec vous, Fabienne, ou Marion, à quel moment nous avions vu ça, mais les mentions sont à peu près justes. Donc ça, c'est de l'information, c'est de la première information. Enfin, il va falloir vérifier ce que vos données soient bien sécurisées. Donc ça, normalement, c'est sur les postes informatiques, hein, c'est de savoir comment vous pouvez vous prémunir de quelque chose d'un piratage quelconque ou autre, avec des pare-feux ou autres, des logiciels, mais tel que vous pouvez rencontrer ça de toute manière vous-même dans vos exercices personnels ou pour les coordinateurs et coordinatrices qui sont avec nous sur ce qui est installé déjà sur vos postes informatiques. Mais bon, il faut quand même sécuriser ces données. Enfin, il y a un truc qui est un peu complexe à faire, qui s'appelle donc rédiger et tenir un registre des traitements. C'est exactement ce que je viens de vous dire, il faut avoir écrit la procédure. Cette procédure de traitement des données, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe si, etc. Comment on fait lorsque on récupère des données, comment on fait lorsque quelqu'un souhaite retirer ces données, etc. Ce qui amène également à parler de la gestion des droits des personnes, hein. La gestion des droits des personnes, c'est le droit d'accès, la rectification, la suppression, etc. Là encore une fois, en tant que professionnel de santé, vous êtes de toute manière déjà habitué de par votre exercice professionnel. Alors, pour s'occuper de ça, du RGPD, au sein d'une CPTS, il faut qu'il y ait un DPO qui soit désigné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DPO? Un DPO, ça peut être à peu près tout le monde. Il n'y a pas de formation nécessairement à avoir. C'est quelqu'un qui doit prendre la responsabilité de la gestion de ces données. Donc, après, je peux venir aussi sur les DPO externes, mais en internalisé, ça peut être le responsable salarié de la CPTS. Ça peut être un membre du bureau qui peut s'instaurer DPO et sur lequel va reposer la responsabilité, surtout l'identification vis-à-vis des tiers, qu'il est bien là pour répondre aux questions relatives au RGPD. Alors, on peut se former hein, en tant que DPO. C'est pas donné. Je ne vais pas vous mentir. Après, il y a des bonnes bases, hein, c'est des formations qui peuvent se faire en distanciel. Il y a pas mal de chambres de commerce qui le font, qui proposent des formations comme ça. C'est quand même un coût aux alentours de 2 000 €, quoi, hein, il faut quand même le savoir. Et au stade où on parle, je ne sais pas si ça le mérite véritablement. Voilà. Vous pouvez également faire appel à des DPO extérieurs. Donc ça, c'est globalement des sociétés d'informatique, hein, de conseil en informatique. Et là, les tarifs, alors, ils varient, ils vont du simple au quadruple même. Voilà, si vous deviez faire ça, donc vous adressez à des entreprises extérieures, n'hésitez pas à faire plusieurs devis, hein. Voilà, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça va pour une grosse CPTS de la région parisienne qui sont passés par un DPO, une grosse CPTS en Seine-Saint-Denis, avec un gros territoire et une grosse population, ils sont passés par un prestataire extérieur qui leur prend 80 € par mois. Mais parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de données, puis ils ont des délégations en plus qui leur ont été données par l'assurance maladie. Mais ça peut être beaucoup plus cher aussi. Donc, la question, pour être franc et direct et parler sans langue de bois, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Au moment où on s'en parle, si vous ne faites pas n'importe quoi, que vous avez les pare-feux, les antivirus, tout ce qu'il vous faut tout ce qu'il vous faut en matière d'équipement informatique, euh, il y a assez peu de contrôles, voire des contrôles qui sont complètement inexistants sur le RGPD en France. Tout simplement parce que c'est la CNIL hein, qui doit contrôler ça, et la CNIL doit s'occuper de tellement de choses, en fait, qu'ils n'ont pas les gens pour aller exercer les contrôles. Et lorsque des contrôles RGPD sont faits, bien entendu, ils vont viser plutôt les grandes entreprises et les entreprises qui ont des relations commerciales avec les clients. Là, il y a encore eu une fuite de données massive il y a 3 jours, là, avec
des données de 12,5 millions de Français qui sont dans la nature, sur les états civils, etc., etc. Je pense que ça intéresse plus la CNIL de regarder sur des gens qui ont, y compris des organismes publics, hein, qui ont des données sur des millions de gens, que d'aller regarder sur une CPTS où il risque d'y avoir un fichier avec au grand maximum 10 000 ou 15 000 entrées de données, quoi. Il s'arrête plus sur des entrées à plusieurs millions. Cela ne vous exonère pas, pardon, d'avoir quand même une bonne tenue du RGPD. Donc c'est parfait de toute manière. Que vous ayez à terme, puisque visiblement à lire le petit chat, ça vous intéressait beaucoup d'avoir une formation là-dessus. Ça vaut le coup d'avoir au moins que vous sachiez où vous allez, parce que là, on ne peut pas passer toute la réunion, évidemment, que sur ce point-là, mais ça vaut le coup de s'y pencher au moins une fois, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais voilà, vous n'êtes pas inquiétant. À mes yeux, vous n'êtes pas très inquiétant, puisque les réflexes, normalement, ce sont des réflexes qui sont déjà acquis en tant que professionnel de santé. Donc, pour moi, il n'y a rien de très grave dessus. Est-ce que vous avez, sur ce thème-là, quelque chose que vous aimeriez que je complète brièvement? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou éventuellement poser une question. Sinon, je passe à un autre chapitre. Donc, si c'est OK pour vous, c'est parfait. Alors, il y a des questions qui ont été posées sur les ressources humaines. Donc, parfois assez intéressant. La première question, c'est: est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un référent ressources humaines pour les salariés au sein d'une CPTS? Alors, la réponse, elle est non. Il n'y a pas besoin d'avoir un référent RH pour les salariés. Vous pouvez, cela dit, en désigner un si vous le souhaitez, hein, au sein des conseils d'administration ou des bureaux, mais s'il n'y en a pas, le référent, obligatoirement, c'est la présidente ou le président de la structure. C'est celui qui va porter le mandat social assez basiquement. Faites attention néanmoins à un tout petit point, une toute petite astuce en termes de droit du travail, c'est que la personne qui va correspondre avec les salariés et la personne qui va signer les contrats des salariés va l'être jusqu'au bout. Si un président de CPTS signe un contrat de travail, c'est ce même président qui devra conduire les entretiens avec les salariés pour qui il a signé le contrat de travail. Alors, il pourra déléguer éventuellement à quelqu'un, en prévenant, mais de la même façon, s'il y a un licenciement à faire, ça sera toujours celui qui a signé le contrat de travail qui devra signer la lettre de licenciement. Donc là-dessus, on ne peut pas rester non plus dans des choses qui seraient un petit peu trop artisanales. Il faut quand même faire attention là-dessus. Dès lors qu'un conseil d'administration va désigner, ou quand un bureau d'une CPTS va désigner par contre quelqu'un comme référent RH, à ces cas-là, il faut qu'une délibération avec une délégation de pouvoir, ce qui pose absolument aucun souci, et donc les salariés pourront avoir un référent particulier. Mais il n'y a pas d'obligation à proprement parler. Chacun s'arrange comme il l'entend et comme il le veut là-dessus. Seconde question là-dessus sur le droit social, c'est évolution vers une convention collective, point d'interrogation. C'est un grand sujet sur lequel je me bats, moi, avec les fédérations depuis... ah oui, alors je réponds vite à Madame Mandon qui écrit: si le président a démissionné, c'est ce que fait le président. Oui, c'est le nouveau président qui hérite de tout. Parce qu'on va considérer, on va rattacher ça au poste, en fait, occupé. Si c'est le trésorier qui signe, ça sera le trésorier. Voilà. Mais ça sera le poste de trésorier. Donc, est-ce qu'on va vers une convention collective pour les CPTS? C'est la même question. Est-ce qu'on va vers une convention collective pour les maisons de santé? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, tout est rattaché à la convention collective des personnels des cabinets médicaux, ce qui est une convention collective qui est très très bien pour les cabinets médicaux, mais qui évidemment est complètement à côté de la plaque pour toutes les nouvelles activités autour de la coordination pluripro. On n'y est pas du tout. Donc c'est un sujet dont les fédérations régionales se sont emparées et pour lesquelles elles travaillent pour qu'effectivement, à un moment ou à un autre, émerge une convention collective. Alors c'est très compliqué en France pour faire émerger une convention collective, puisqu'elle ne peut l'être qu'avec
des représentants employeurs d'un côté, ce qui voudrait dire que votre fédération doit devenir un syndicat d'employeurs, en plus d'être aujourd'hui une fédération qui regroupe tous les acteurs. Donc voilà, c'est un schéma qui est assez complexe, mais sur lequel on peut travailler. Donc, est-ce qu'il y aura une convention collective un jour? Tout le monde le souhaite, que ce soit les salariés d'ailleurs, ou que ce soit les administrateurs ou les gérants des MSP. Tout le monde souhaite qu'il y ait quelque chose qui colle un peu plus à la réalité plutôt que quelque chose qui est à côté de la plaque et qui correspond pas trop à ça. Ensuite, question qui est posée, c'est les limites d'un coordinateur salarié dans la gestion budgétaire de l'association. Alors là, c'est exactement pareil comme n'importe quelle activité économique entre un patron et les salariés. Des salariés peuvent très bien avoir une délégation de pouvoir pour engager les frais, faire tourner la structure. Ça pose absolument aucune difficulté. Faut-il encore que ce soit écrit? C'est exactement comme dans un schéma associatif où lorsque vous allez ouvrir votre compte en banque auprès de n'importe quelle banque, on va vous demander, le banquier va vous demander d'avoir le PV d'assemblée générale ou le PV de conseil d'administration qui désigne le bureau et pour que le président trésorier ait la signature sur les chèques et puisse pouvoir accéder au compte. Là, c'est exactement pareil. Un bureau, un conseil d'administration peut très bien déléguer la gestion à une coordinatrice, un coordinateur, pour lui dire, ben voilà, tu peux engager la CPTS à telle hauteur jusqu'à telle hauteur de frais, qu'il ait une carte, ou qu'elle ait une carte bleue de la CPTS, et le chéquier de la CPTS, ça pose absolument aucun souci. Mais il faut qu'il y ait cette délégation de pouvoir qui doit être inscrite soit dans le contrat de travail, soit par un avenant au contrat de travail. On ne peut pas faire sinon tout et n'importe quoi. La responsabilité, in fine, sauf si le salarié a tapé dans la caisse, retombera sur les épaules des mandataires sociaux de la CPTS, c'est-à-dire principalement du trésorier et du président, qui ont pour mission de veiller à savoir comment l'argent est dépensé. Mais sinon, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. C'est juste de poser une seule règle qui est de dire le salarié peut engager des frais pour l'association, pour la CPTS, dans telle limite. Voilà, 2 000 euros, 3 000 euros, etc., etc. Dans l'absolu même, vous avez des grosses CPTS aujourd'hui où il y a pas mal de salariés, et vous avez quelqu'un qui occupe une des fonctions de direction, en fait, qui peuvent se retrouver avec les pouvoirs également de recruter des gens ou autres, sans que cela ne pose évidemment le moindre souci. Donc, c'est quelque chose de parfaitement valable dessus. Était rattaché à cette question le rôle de l'expert comptable. L'expert comptable, il est juste là pour traduire les opérations comptables et financières que vous avez réalisées au sein de la CPTS. Il n'a pas le droit d'engager du tout quoi que ce soit pour la CPTS, et il peut vous donner simplement les premiers conseils, mais pas plus que ça. Vraiment pas plus que ça. Question hyper intéressante ensuite qui dit lorsque nous faisons appel à un groupement d'employeurs, quelles sont nos responsabilités légales vis-à-vis de nos salariés? Alors, dans cette question, il y a une petite erreur qui est formulée. Parce que lorsqu'on fait appel à un groupement d'employeurs, on n'a plus de salariés. Ce sont les salariés du groupement d'employeurs. Donc l'employeur, c'est le groupement d'employeurs, c'est pas la CPTS. C'est le groupement d'employeurs qui va faire les virements pour les salaires, qui va faire établir les bulletins de paye. C'est le groupement d'employeurs qui aura signé le contrat de travail. Si les choses se passent mal, c'est le groupement d'employeurs qui devra convoquer pour un entretien préalable, et c'est le groupement d'employeurs qui va licencier. La seule obligation là-dedans d'une CPTS, lorsqu'elle fait appel à un groupement d'employeurs, c'est de respecter un minimum de règles, qui sont les règles de sécurité, c'est-à-dire que le salarié évolue dans des conditions safe, sécures, qu'il ne va pas se prendre le plafond sur la tête, qu'il ne va pas se faire agresser en sortant de la CPTS tous les soirs. C'est ce genre de choses-là que la CPTS ne va pas non plus faire des heures supplémentaires qui ne vont pas être payées, la CPTS va veiller à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement, etc. Mais la CPTS n'est pas employeur. En revanche, le groupement d'employeurs pourra se retourner contre la CPTS en cas de problème. Donc juridiquement, c'est juste que vous, en tant que CPTS, vous devez relever en garantie, si vous voulez,
tout ce qui pourrait se passer que vous avez fait de mal avec le salarié. Pour autant, ce ne sera pas le salarié de la CPTS, mais bien le salarié du groupement d'employeurs. Donc il y a pas mal de groupements d'employeurs qui se mettent en place peu à peu en France, notamment sous format coopératif ou associatif, qui regroupent d'autres associations. Et ça se passe plutôt bien. Moi, je suis euh, plutôt content de voir les choses évoluer dans ce sens-là, parce que c'est de la vraie mutualisation de moyens. Et généralement, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de souci par rapport au groupement d'employeurs aujourd'hui. Éviter d'aller vous mettre sur un groupement d'employeurs qui verse par exemple dans le BTP. Ça serait un peu un non-sens. Autant prendre quand même des gens qui s'y connaissent. Donc vous avez des groupements d'employeurs sur les activités tertiaires et dans le service. Déjà, ça correspond un petit peu mieux à ça. Ou bien vous avez des groupements d'employeurs aussi dans le domaine de la santé qui vont aller regrouper. Je vous dis ça comme ça, j'en connais un, j'en ai un en mémoire qui va regrouper des EHPAD qui sont sous format associatif ou anciennement mutualiste. Voilà, la philosophie est à peu près la même, et tout le monde va dans le même sens. Mais donc voilà, la responsabilité vis-à-vis des salariés du groupement d'employeurs auquel la CPTS adhère, c'est des obligations de sécurité. Vis-à-vis, voilà, c'est faut que ça se passe bien, la relation, le travail du salarié se passe du mieux possible. Donc, travaille dans un lieu sécurisé, normal, pas de forme de harcèlement et pas de surtravail non plus, c'est-à-dire le respect finalement du code du travail, c'est tout. Mais toute la gestion incombera au groupement d'employeurs. Ensuite, autre question. Alors là, c'est moins RH qu'indemnité rémunération, mais on va y venir après. Maître Pontonnier, il y a Oui. Sylvain qui avait une question, a priori. Ah, si c'est Sylvain alors. Ah, Oui, désolé, je vous coupe en plein milieu. Non, c'était juste pour compléter sur la question du groupement d'employeurs, parce que c'est des questions qu'on entend un peu, qui remontent aussi un peu régulièrement. C'est-à-dire, quelle est la marge de manœuvre derrière de la CPTS qui fait appel, par exemple, à un coordinateur ou une coordinatrice via un groupement d'employeurs sur les directives à prendre? C'est-à-dire, dans quelle mesure, à un moment donné, du coup, comme l'employeur, c'est le groupement d'employeurs, quelque part, il n'y a pas de fonction hiérarchique qui est déléguée aux bénéficiaires du groupement d'employeurs, ou si, c'est-à-dire, est-ce que justement, si finalement le contrat du ou de la coordinatrice avec le groupement d'employeurs dit que ses missions, c'est celle-là, et que finalement, la CPTS, le conseil d'administration se dit, on aimerait bien que le ou la coordinatrice puisse faire telle mission ou telle mission parce qu'on a fait évoluer notre projet. Dans quelle mesure, en fait, la coordinatrice ou le coordinateur doit répondre quelque part aux injonctions du conseil d'administration, ou dit non, en fait, moi, ma fiche de poste avec le groupement d'employeurs, c'est ça, et donc j'ai pas à répondre à vos injonctions, quoi. Excellente question, Sylvain. Merci de me permettre de répondre à ça. Alors, globalement, vous avez la structure CPTS qui va adhérer effectivement à ce groupement d'employeurs qui va être chargé d'organiser la relation de travail d'un point de vue administratif. Mais parce que sinon, il n'y a aucun intérêt d'être sur un groupement d'employeurs, il existe ce qu'on va appeler une hiérarchie opérationnelle. Donc la hiérarchie opérationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que dans le contrat de travail, il va y avoir écrit que le salarié est recruté par un groupement d'employeurs pour accomplir des missions dans tel CPTS, précisément, et sous l'autorité du bureau de la CPTS. Donc, ça va être une délégation, c'est une délégation de pouvoir qui est donnée du groupement employeur vers la CPTS. Donc, c'est-à-dire qu'un président d'association qui a recruté un coordinateur au travers d'un groupement d'employeurs, c'est le président d'association qui va dire tu dois faire ça, ta fiche de poste c'est ça, elle est amenée à évoluer, etc., etc., etc.
Donc, on a une entité administrative, en réalité, qui est le groupement d'employeurs, qui effectivement, qui recrute, encore une fois, qui paye les salaires, etc., etc., etc. Mais ce groupement d'employeurs donne délégation. On en parlait tout à l'heure sur les délégations de pouvoir ou autre, c'est exactement pareil. Là, c'est le groupement d'employeurs qui va déléguer son autorité hiérarchique auprès de la CPTS. Donc, ça veut dire que pour assurer les CPTS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, si ça se passe mal avec un salarié, il ne peut pas se retrancher en disant c'est pas toi mon patron, c'est le groupement d'employeurs. Ça, c'est pas possible de dire ça. Et en même temps, ça va rassurer le salarié qui va dire mais si je dois porter une revendication ou si je souhaite une évolution, je ne vais pas m'adresser à mon véritable employeur qui est le groupement d'employeurs alors qu'il connaît absolument rien de ce que je fais. Voilà, il y a une délégation permanente, alors c'est le jeu, c'est la loi même qui le prévoit, c'est le code c'est le code du travail qui prévoit ces dispositions. Donc en réalité, les choses se passent absolument normalement. Alors il y a un intérêt pour les CPTS que de faire ça, notamment par rapport à du temps partiel. Par rapport à un certain nombre, ce genre de choses-là, par rapport également à le fait d'être un peu perdu parfois dans les recrutements. Et là, pour le coup, aller déléguer à un groupement d'employeurs de le faire pour soi, ça peut être pas mal, et ça peut marcher très correctement. Mais voilà, mais c'est surtout sur du temps partiel, lorsque vous démarrez l'activité, que vous n'avez pas besoin d'un temps plein, ou au contraire que vous avez déjà un temps plein, mais qu'il faut un complément dessus. C'est aussi pas mal du côté des coordos, des salariés, de se dire, voilà, le groupement d'employeurs m'offre la possibilité d'avoir un emploi complet, mais auprès de deux structures qui sont différentes. Pour autant, mes patrons, ceux qui disent qu'est-ce que je dois faire et à qui je dois rendre des comptes sur le travail, c'est quand même la CPTS, bien évidemment. Les docteurs Deslandes qui voulaient dire quelque chose. Je rebondis sur cette question. Il y avait un message dans le chat aussi. Sur la délégation de la hiérarchie, est-ce que vous dites, donc c'est dans le code du travail, ça veut dire que la CPTS n'a pas à vérifier que ce soit inscrit dans le contrat de travail ou dans une convention qu'elle va signer avec le groupement d'employeurs. Est-ce que pour être sûr qu'il y ait bien cette délégation de hiérarchie, est-ce que la CPTS a quelque chose à faire en particulier ou de toute façon, c'est écrit dans le code du travail, donc c'est automatique? Non, merci Étienne de poser la question qui recoupe avec une autre question sur les congés, les horaires, etc. C'est au moment de l'adhésion de la CPTS à un groupement d'employeurs qu'il faut voir ses conditions d'adhésion. Il y a souvent des règlements intérieurs, souvent des choses comme ça. C'est à ce moment-là qu'il faut lire, qu'il faut bien voir comment les choses se passent. Il est évident que si on ne fait pas trop attention, on dit bon, on adhère, super, voilà, on veut recruter quelqu'un, trouvez-nous quelqu'un, ou nous on a trouvé quelqu'un, mais on veut que ça passe par vous parce que au moins c'est global, on ne s'occupe pas de toute la paperasse, des déclarations à l'URSSAF ou autre, et on n'a pas envie de solliciter notre comptable pour faire ça parce que ça coûte trop cher. Donc passons par un groupement d'employeurs et qu'après vous vous retrouvez avec des congés qui n'ont rien à voir avec la réalité ou c'est ce que Madame Pipé écrit ou avec des horaires qui sont complètement différents. Non, il faut faire attention qu'il y ait bien cette délégation, qu'elle existe bien à la base, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui fait la cuisine, mais c'est bon. Merci beaucoup. Donc oui, il faut faire attention. C'est au moment de l'adhésion, en fait, vraiment, il y a un moment de l'adhésion au GE, au groupement d'employeurs, qu'il faut savoir comment le service est proposé et comment ça fonctionne. C'est même primordial que de le faire à ce moment-là. Oui, le Code du travail prévoit des dispositions particulières à ce propos, hein, mais il va fixer que des dispositions qui vont être assez larges. Voilà, c'est à peu près tout, hein. C'est pas non plus, c'est pas tout n'est pas non plus formalisé. Donc il faut voir conventionnellement comment ça se passe entre le groupement d'employeurs et la CPTS. Voilà, c'est pour les plus curieux. Si vous voulez voir les textes de loi, c'est 1253-1 du Code du travail qui évoque ces choses-là. Voilà. Mais bon, ça fonctionne quand même pas trop mal, mais faites attention vraiment au départ.
clarifier la situation au départ de qui fait quoi. Et même si c'est un peu, si ça peut paraître un peu désagréable, n'hésitez pas non plus à discuter avec le groupement d'employeurs et surtout ne succombez pas, j'ai envie de dire, à la tentation de dire non, mais c'est bon, on va tout le laisser faire. Parce que si vous dites on leur laisse tout faire et qu'à ce moment-là, vous avez votre salarié qui va demander ses congés payés au groupement d'employeurs et pas à vous, et que ça va mal tomber parce que c'était le moment où vous organisiez des réunions de concertation ou autre, un événement important, ça serait quand même pas terrible, quoi. Oui, Anne? Micro coupé, Anne. Pardon, je rebondis parce qu'en fait, ma question, elle était plutôt dans l'autre sens. Comment ça se passe quand, par exemple, là, j'ai pu voir des situations où, en fait, l'employé et la CPTS étaient d'accord sur les congés, sur les horaires, etc., mais c'était plutôt le groupement d'employeurs qui faisait obstruction et qui était inflexible sur tout ça. Une fois que la CPTS est engagée auprès d'un groupement d'employeurs, comment faire? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour comment faire pour remettre les choses telles que vous les avez décrites, là, de refaire une espèce de convention entre la CPTS et le groupement d'employeurs pour que ça soit les décisions de la CPTS qui soient prises en compte et pas celles du groupement d'employeurs. Oui, alors, très bonne question. Alors après, là, ça reste du contrat. Alors, c'est Ouais. c'est du contrat ou de l'adhésion. Donc, quand vous êtes sur une formulation d'adhésion, vraiment, vous devenez adhérent de l'association au groupement d'employeurs, normalement, vous avez des conditions de démission, de retrait dedans. Et d'ailleurs, vous pouvez partir avec le ou la salariée, si ça ne vous va pas, hein. Elle démissionnera, le salarié va démissionner du groupement d'employeurs et puis il signera un nouveau contrat avec un nouveau groupement d'employeurs où vous pourrez même reprendre en demandant au nouveau groupement d'employeurs que l'ancienneté soit reprise. Quand ça ne va pas, là, on est vraiment sur du contractuel, quoi. On est sur du basique, mais par rigidité administrative, ça fait ça fait écho en moi à un souci que j'avais vu sur Lyon avec un groupement d'employeurs qui était, on aurait dit une boîte d'intérim, c'était plus un groupement d'employeurs. La différence, elle est là. C'est qu'une boîte d'intérim, elle impose à ses clients, qui sont des entreprises, généralement, pas se mentir, c'est BTP, restauration ou autre, hein, elle leur impose un certain nombre de choses, un certain nombre de fonctionnements, et puis ils se taisent. C'est de l'intérim. Là, c'est du groupement d'employeurs, c'est différent quand même, hein. Donc, si vous avez la CPTS, le salarié qui sont d'accord pour dire on va faire comme ça, et puis que vous avez quelqu'un au groupement d'employeurs qui dit non, 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 pas du tout, ça doit être comme ça, là, plaignez-vous. Parce que la CPTS, elle va payer quand même, hein, tous les mois le groupement d'employeurs, hein, pour que justement il y ait des salaires ou autre. Si la CPTS dit voilà, je souhaite qu'une prime soit versée parce qu'on estime qu'il y a un super boulot qui a été fait ou autre et que le groupement d'employeurs vous dit non, sauf si c'est justifié juridiquement parlant en disant non, c'est pas possible parce que, mais quand c'est que des problématiques d'appréciation, il faut tenir bon, puis si ça va pas, il faut changer de groupement d'employeurs. Il y a pas, on n'a pas à imposer. Mais je sais que parfois ça peut se passer comme ça. Fabienne, vous écrivez, il y a beaucoup de groupements d'employeurs qui mettent une clause de non-concurrence pour les cordeaux. Alors oui, les clauses de non-concurrence, elles sont parfaitement valables et légales dès lors qu'elles sont rémunérées, hein. Je le rappelle, hein, en droit français, s'il y a une clause de non-concurrence, ça doit être payé. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose sans compensation derrière. Donc oui, il peut y avoir une clause de non-concurrence. Maintenant, je pense que c'est parce qu'il se base sur des contrats types. Il n'y a pas de concurrence à avoir, encore une fois, pour les CPTS, il n'y a pas de concurrence d'une CPTS à une autre, si ce n'est des concurrences d'ordre politique. Mais il n'y a pas de concurrence commerciale, puisqu'une CPTS ne vend rien. Donc, qui est par là des concurrences qui existent pour empêcher quelqu'un d'aller travailler ailleurs? Non, et je vois où vous voulez en venir, et j'y répondrai notamment sur le temps partiel. C'est d'autant plus illégal sur du temps partiel.
On ne peut pas mettre dans un contrat de travail à temps partiel d'une coordinatrice qu'elle a une exclusivité de service pour une CPTS alors qu'elle va faire que 24 heures par semaine. Le temps de travail en France étant, la durée légale du travail étant de 35 heures, si elle a un contrat de 24 heures, elle peut aller chercher du travail n'importe où. Et il n'y a pas d'exclusivité de service, donc c'est-à-dire de non-concurrence dans ce cas-là non plus. Donc là, c'est plus par facilité que ces clauses sont insérées. Il n'y a aucun intérêt de mettre une clause de non-concurrence dans un contrat de coordinateur. Absolument aucune, sauf pour se protéger, se prémunir éventuellement d'un salarié ou d'une salariée qui déciderait d'aller monter son activité à côté. Voilà, c'est que ça. Mais vaut mieux blinder le contrat sur des causes de propriété intellectuelle, c'est-à-dire de dire que tout ce qui est produit pour la CPTS par le salarié reste bien la propriété uniquement de la CPTS. Ça, on est sur quelque chose de plus utile. C'était ça, Fabienne? Oui, oui, après, c'était aussi parce qu'à un moment, vous avez évoqué que le coordinateur ou la coordinatrice pouvait partir avec son équipe et aller voir un autre groupement d'employeurs, mais parce que certains sont partis avec les équipes et ont monté leur activité à côté. Donc, effectivement, le groupement d'employeurs était un peu chafouin, quoi. Donc, Ouais. voilà, c'était par rapport à ça, savoir si... enfin, et c'est suite à ces expériences-là que certains ont mis une clause de non-concurrence. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, effectivement, mais en tout cas, on le voit apparaître pour certains, quoi. Ouais, non, mais c'est un entre-deux, hein, entre la non-concurrence et l'exclusivité. Je trouve pas ça utile, et puis surtout, je trouve ça parfaitement contestable, en réalité, juridiquement parlant. Donc, bon, c'est comme ça. Est-ce que vous avez sur ce chapitre-là, là, des groupements d'employeurs, d'autres interrogations ou questions? Ça, docteur Deslandes, ça pourrait être aussi un sujet transverse, d'ailleurs, les groupements d'employeurs. J'y pensais comme ça, mais ça pourrait être là. Alors après, je vous dis, il y a une question qui fait un petit peu le lien entre la rémunération, les indemnités, etc. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que lorsqu'on est dans un bureau, quand on est au bureau d'une CPTS, est-ce qu'on peut être rémunéré pour de la coordination? La réponse, elle est oui, on peut l'être. Alors attention, je rappelle que les CPTS sont sous format d'association loi 1901, donc répondent aux droits communs des associations, qui fait appel au caractère bénévole. Il y a une exception qui est donnée pour les CPTS, parce que le Code de la santé publique prévoit des dispositions particulières de rémunération pour des actions de coordination. C'est une exception, mais normalement, un bénévole à la tête, quand on est à la tête d'une association, on n'est pas payé pour ça. Il y a des exceptions qui sont mises en place. Il y a une tolérance, que vous avez dû entendre parler, qui est celle de la règle des 3/4 du SMIC. C'est-à-dire on peut avoir une rémunération qui ne doit jamais être au-delà. Il peut y avoir d'autres exceptions lorsqu'on franchit certains seuils, certains critères, notamment en nombre en fonction des recettes perçues par une structure associative. Mais voilà. Donc là, est-ce qu'on peut être au bureau et rémunéré pour sa coordination? Oui, mais pas au titre d'une rémunération classique, au titre du Code de la santé publique qui prévoit la rémunération des actions de coordination. Donc on n'a pas à être bénévole intégral. Si on le prend à l'envers, c'est est-ce que tout le monde, tous les gens qui participent aux travaux de la CPTS, ils peuvent être payés, mais est-ce que nous, parce qu'on est au bureau, on ne peut pas l'être? Donc la réponse, elle est, vous pouvez être rémunéré comme n'importe quel autre adhérent qui passerait du temps de coordination dans le cadre de la CPTS. Ça pose absolument aucune difficulté là-dessus. Est-ce que les indemnités kilométriques doivent être remboursées par l'employeur au coordinateur et aux autres salariés de la CPTS? Alors oui, dès lors que, alors oui ou non. Si la CPTS achetait ou prenait en leasing une voiture pour la mettre à disposition de ses salariés, il n'y a pas d'indemnité kilométrique à payer puisqu'il y a un véhicule qui est mis à disposition. En revanche, lorsque vous avez un salarié qui utilise son véhicule personnel pour accomplir sa mission ou ses missions, de facto, il engage des frais et de facto, vous devez le lui rembourser.
Donc c'est là où je vous dis, je ne peux pas vous donner les barèmes, etc. etc. Ça, c'est un expert comptable qui peut vous le dresser et vous expliquer. Moi, je vous dis juste en tant qu'avocat, oui, il faut le faire. Et puis si vous ne le faites pas, en plus, vous vous exposez directement à une sanction en cas de saisine prud'homale. Tout frais qui est exposé par un salarié dans l'exercice de ses missions pour lequel vous l'avez mandaté, c'est absolument logique, logique et normal. Si alors je ne sais pas si on a des personnes de CPTS, je vais prendre cet exemple comme ça, mais au fin fond du Forez ou dans le Cantal, avec un gros territoire géographique, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de voitures, bah oui, il faut rembourser les indemnités kilométriques. Et de la même façon, si vous avez un élu du bureau qui accompagne, qui décide d'aller voir des professionnels de santé qui sont plus loin ou autres, dans le cadre des missions d'exercice de coordination de la CPTS, lui-même, en tant que non-salarié, là, hein, mais en tant que membre de la CPTS et élu de la CPTS, il doit aussi se faire rembourser ses indemnités kilométriques. On n'est pas sur quelque chose, c'est normal d'être indemnisé là-dessus. Marion, vous posez la question, est-ce qu'un forfait pour les frais kilométriques généraux est possible? Bien sûr que non. Alors, c'est pas aux frais réels. Alors là, c'est la différence entre les barèmes et les frais réels. Lorsque vous êtes, ça c'est très brièvement, Alexis Fargex, qui est l'expert comptable attitré de la FEMA Sora, que beaucoup connaissent ici, pourrait le dire, vous avez deux solutions. Soit vous êtes au réel, et donc au réel, vous payez les tickets d'essence, les frais d'autoroute, etc., etc. Soit vous êtes à l'indemnité indemnité kilométrique, donc forfaitaire, et donc là on applique un montant en fonction du nombre de chevaux de la voiture au kilométrage qui a été effectué, mais dans ces cas-là, on ne rembourse pas l'essence, on ne rembourse pas, toutes ces choses-là ne sont pas remboursées. Voilà, c'est juste la différence. Est-ce qu'on peut établir donc un forfait global en disant, bon, ben, on sait qu'il va y avoir, je vous dis n'importe quoi, mais il va y avoir 1200 km qui vont être effectués par an, et est-ce qu'on peut dire qu'on va dépenser cette somme-là? La réponse, elle est bien sûr que non, c'est hyper dangereux que de faire ça. Parce que si les 1200 km, ils n'ont pas été dépensés, en réalité, vous allez avoir remboursé quelque chose, à rembourser ou avancer quelque chose qui n'existe pas. En revanche, c'est là où vous pouvez faire des avances, potentiellement. Donc ça ne reste qu'une avance, y compris là, c'est salarié ou non salarié. Vous pouvez faire une avance pour dire, on estime qu'il y a 1200 km, donc tous les mois, on va vous rembourser pour, si on retranche les congés payés ou autres, ou les 2 mois d'été par exemple, on va vous verser une indemnité de 100 € par mois là-dessus, mais vous devez quand même en justifier. Et si à la fin de l'année, l'avance, elle a été, c'était vraiment une avance et que les kilomètres n'ont pas été faits, à ce moment-là, vous remboursez l'avance qui vous ont été faite. Mais il faut être quand même relativement prudent là-dessus. Je ne sais pas si ça, Marion, ça vous a répondu à votre question. Oui, tout à fait. C'était une question qui nous était posée très clairement et on avait trouvé ça un peu bizarre, donc on est ravis de la réponse. Alors, j'ai une question qui est hyper intéressante aussi, c'est est-ce qu'il est possible de mettre en place des primes individuelles et sur les objectifs ACI? Donc, la réponse, elle est oui. Si la CPTS fixe un certain nombre de projets d'action à mener à son terme et que le salaire... Alors, attention, là, les primes boîtes, c'est pour les salariés, hein, c'est pas pour les rémunérations professionnelles de santé. Ça n'a rien à voir, hein. Là, vous ne vous mettez pas des primes en tant que professionnel de santé sur la CPTS, quoi. Parce que c'est pas ça que dit la loi du tout. Et c'est pas l'ACI que vous signez aussi qui dit ça, hein. Ça serait dangereux de le faire. Donc là, on parle vraiment des salariés. Donc est-ce que c'est possible de le faire? Bien sûr, s'il y avait des objectifs qui étaient fixés, que tous les objectifs sont atteints, une prime peut être parfaitement versée. La seule prime qu'il ne faut pas avoir, c'est dans le cadre, je vous dis n'importe quoi, mais d'une négociation de l'ACI avec l'assurance maladie, et vous dites aux salariés, tu vas bosser sur le dossier. Et si on a plus que ce qu'on avait prévu d'avoir, tu as une prime. Là, par contre, alors pour le salarié, c'est très bien, il va toucher sa prime, c'est tranquille. En revanche, là, la structure s'expose, puisque vous aurez joué avec l'argent public
et en disant, ah ben tiens, combien on peut prendre le plus possible à l'État l'assurance maladie, et on va payer quelqu'un de chez nous pour qu'il en prenne le plus. Donc là, ça, il ne faut pas le faire, par contre. Ça, c'est pas possible. Voilà. Mais sinon, c'est les primes, bien entendu. Et la question, c'est est-ce que, voilà, Madame Sévos qui pose cette question, est-ce qu'une prime pour un coordinateur à son compte? Il n'y a aucun souci, mais alors ça ne sera pas une prime. C'est simplement, dans ce cadre de figure-là, c'est juste que ce que vous faites, c'est que vous dressez une facture complémentaire. Voilà, que vous appelez pas prime. Vous appelez ça facturation complémentaire. Vous pouvez ça appeler sur quelque chose, je sais pas, un résultat sur objectif ou ce que vous voulez. Là-dessus, ça pose absolument aucun problème. Vraiment aucun souci. Pour les indépendants, c'est même comme ça que ça marche, pour tout vous dire et vous dévoiler un peu le fonctionnement RH et comptable dans les cabinets d'avocats. Nous, on a les collaborations libérales dans les cabinets d'avocats. C'est exactement l'inverse des collaborations libérales dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, c'est pas nos collaborateurs ne nous payent pas, c'est nous qui payons nos collaborateurs. Donc, dans ce cadre-là, quand on paye nos collaborateurs et puis qu'on est content, on fait des rallonges en disant là, c'est super, vraiment, là, vous avez assuré, le dossier il était super lourd, ça vous a pris des heures ou autre, vous êtes défoncé dessus, on a un super résultat. Faites-nous une facture complémentaire et on la paye. Voilà, c'est dans cet esprit-là, ça ne pose absolument aucun souci. Aucun souci. Alors, il y a une question qui est revenue, puisque je vois leur tournée, qui est relative au paiement, parfois de rémunération, à des gens qui sont un peu à la marge, comme par exemple les retraités ou les salariés d'autres structures. Il n'y a aucun problème pour aller payer un professionnel de santé retraité, ça pose aucun souci. D'ailleurs, ça pose aucun souci pour rien. Le seul truc, c'est de ne pas évidemment vous exposer de votre côté et de ne pas faire que les gens à qui vous versez une somme se retrouvent eux-mêmes exposés. On a des retraités parmi les professionnels de santé qui sont encore parfois très 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 actifs. Ils ont un statut de retraité. Et il y a certaines caisses de retraite qui abordent les choses complètement différemment de l'une à l'autre. Et que vous pouvez vous retrouver avec je prends un exemple que je connais sur les médecins. Vous avez beaucoup de médecins qui se mettent à la retraite, qui continuent à être inscrits à l'ordre et qui ont toujours leur carte CPS avec eux, et qui continuent à consulter parce qu'il manque un médecin, parce que où ils font des remplacements ou autre. Il va falloir juste faire attention pour eux, c'est que les sommes qu'ils récupèrent n'atteignent pas un certain plafond. Parce que si elles atteignent un certain plafond, vous avez la caisse de retraite qui va dire non, mais en fait, là, on est en train de vous payer une retraite. La CARM va dire on est en train de vous payer une retraite, mais en fait, vous continuez à travailler, quoi. Donc, non, on va arrêter de vous payer votre pension, puisque vous continuez de travailler. Voilà, donc là-dessus, il faut vraiment individualiser au maximum pour les retraités, leur dire ouais, pour nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, renseignez-vous de votre côté. Comment ça peut se passer? Alors ça, c'est pour les professionnels de santé, par ailleurs, qui ne passent pas par l'URSSAF, mais ceux qui passent par... qui passent pas... vous m'avez compris. Mais pour tous les autres, c'est la même chose, quoi. Il faut vraiment qu'ils se renseignent là-dessus. De la même façon, ce n'est pas votre problème de savoir comment ces sommes-là sont déclarées. Et ça, c'est un autre problème, c'est que quand vous allez rémunérer un professionnel de santé pour ses actions dans la CPTS, il n'y a pas de problème. La somme qu'il a récupérée, son expert comptable est informé, c'est réintroduit dans sa propre fiscalité dans son 2035, dans ses bénéfices non commerciaux, et puis tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Vous vous doutez bien que théoriquement, un retraité, il n'a plus de déclaration BNC à faire. Il a juste ses impôts à payer une fois par an. Donc ça peut être également un peu problématique. Donc il y a des experts comptables qui abordent les choses de façon assez différente. Normalement, il y a une ligne qui est revenus divers qui apparaît dans l'impôt sur le revenu lorsque ce sont des sommes qui sont assez marginales et que donc vous pouvez déclarer. Alors ça, c'est pour les retraités. Ensuite, pour les autres personnes.
la loi ne prévoit pas que vous ayez des rétributions au titre de la CI à des non-professionnels de santé. Sinon, c'est un contrat de travail ou de la prestation de service. Donc, comment on fait? Parce que ça vous arrive, ça peut même vous arriver hebdomadairement ou au moins mensuellement, d'avoir à travailler avec des gens qui ne sont pas professionnels de santé. Mais pour le coup, vous travaillez vraiment avec eux et avec des structures partenaires. Hein, ça peut être dans plein de configurations qui peuvent être différentes. Ces gens-là, vous ne pouvez pas les rémunérer. Vous ne pouvez pas les rémunérer parce que sinon, vous donnez du salaire déguisé et ça peut exposer la CPTS. Parce qu'en ce moment-là, la personne qui reçoit la rémunération dit « En fait, c'est un salaire que je reçois, donc je demande à ce que soit requalifiée notre relation en une relation de travail, et je suis en réalité salarié de la CPTS. » Donc, on ne peut pas prendre le chéquier de la CPTS et dire « Ah ben, vous qui êtes salarié de telle association ou autre, c'est formidable ce que vous avez fait. On s'est entendu avec l'association, c'est nous qui allons vous régler, alors que la personne est salariée de l'association. Surtout, faites jamais ça. Vous ne pouvez pas rémunérer directement quelqu'un qui est salarié d'une autre structure. C'est impossible. C'est juste impossible. Dans ces cas-là, ce que vous faites une convention avec la structure qui emploie le salarié, et potentiellement vous allez dédommager cette structure-là au titre d'une rémunération forfaitaire, ou bien vous allez passer une convention, pardon du terme, c'est moche, mais c'est comme ça que ça s'appelle, de prêt de main-d'œuvre. Donc en gros, vous allez avoir une mise à disposition du salarié pour la CPTS, de façon très encadrée, dans lequel il est inscrit que vous n'êtes pas employeur, que vous ne serez jamais employeur, et que cette convention de mise à disposition de salariés, de prêt de main-d'œuvre, c'est limité dans le temps, c'est remboursé à l'euro, et que là, contrairement à ce qu'on disait par rapport au groupement d'employeurs, vous n'êtes pas responsable de ce qui peut se passer pour cette personne, de sa prise de congé, de la durée du travail ou autre. Ça va être fait de façon ponctuelle, et véritablement très ponctuelle. Donc là-dessus, il faut être quand même relativement prudent. Pour les conventions de ce type-là, des conventions de partenariat, n'hésitez pas à demander à la FEMA-SORA. On a travaillé, et on travaille de façon permanente là-dessus, à imaginer un petit peu comment les choses pourraient se passer, et notamment sur des conventions, qu'est-ce que doit contenir une convention. Voilà, on vous aidera. Alors là, il y a plein de questions. On a une question de Théo Morales. C'est Théo le premier, oui. Oui, merci. Vous avez parlé des non-professionnels de santé qui sont salariés d'une entreprise. Est-ce qu'on peut rémunérer des non-professionnels de santé qui participent à une action de santé publique de la CPTS? Je pense notamment aux psychologues, par exemple, qui ne sont pas professionnels de santé et qui peuvent participer aux actions. Alors, les psychologues ou assistantes sociales, vous pouvez les rajouter aussi, parce que les CPTS sont concernés aussi par l'action sociale et médico-sociale, action sociale. Donc, elles, oui, vous pouvez, mais parce que la loi le prévoit. Mais si vous prenez une structure d'accueil, alors avec des gens de qualité, vous voyez, mais qui n'auraient pas la qualité de psychologue exerçant ou d'assistante sociale déclarée ou autre, mais des super chargés de mission, puisqu'il y en a plein, des super chargés de mission qui ont des doubles cursus, parfois universitaires ou autres, et toutes les compétences pour vous aider, et en plus apporter une plus-value. Eux, la loi ne les reconnaît pas encore pour les CPTS, et pour l'ACI, pour les CPTS. Donc c'est avec cela où ça peut poser des soucis, en se disant comment on arrive à une juste rémunération là-dessus. Et donc c'est là où il faut penser à un conventionnement avec la structure qui les emploie. Là, on me citait un cas de représentant d'usagers, par exemple. Sur les assos de représentants d'usagers, il suffit d'aller passer une convention avec France Assos dessus, et voilà, où la CPTS va reverser soit une rémunération forfaitaire, une somme forfaitaire au titre du partenariat pour des échanges ou autres, et ça pose pas de problème, ou bien une mise à disposition en tant que telle, quoi. Je ne sais pas, Théo, si ça a répondu à votre question. À peu près. Moi, je me pose vraiment la question. Je peux me permettre d'intervenir éventuellement, parce que du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est peut-être qu'il y a une différence, savoir
si c'est un professionnel qui est salarié d'une structure extérieure ou si c'est un professionnel qui est indépendant, notamment quand on parle des psychologues. Et de mon point de vue, vous me corrigerez, Jérémy, si je dis des bêtises, mais il n'y a rien qui limite de rémunérer qui que ce soit au sein de la CPTS à partir du moment où ça répond à l'objet de la CPTS et aux missions qu'elle porte. Qu'on soit psychologue formé, reconnu ou thérapeute X ou Y, si on considère qu'il y a un bienfait pour le projet qui est porté par la CPTS, il n'y a aucune difficulté à rémunérer quelque acteur que ce soit. La question, c'est quel est son profil, enfin son statut juridique aussi, et que si c'est un indépendant, on peut le rémunérer directement en honoraire. Si ce n'est pas un indépendant, il faut passer par sa structure employeuse avec tout ce dont on a parlé, avec une convention avec la structure employeuse. Et j'entendais là aussi, là, sur un représentant d'usager, il y a la différence entre si c'est un représentant d'usager qui passe par une association agréée de représentants d'usagers, auquel cas il y a cette question-là de passer par une convention avec France Asso Santé ou la structure en tant que telle, ou alors parfois il y a des représentants d'usagers qui sont pas affiliés à une association, et auquel cas, en fait, soit il faut le rémunérer via une fiche via un salaire à proprement parler, parce que simplement, on ne peut pas verser des honoraires à quelqu'un qui n'a pas de statut juridique et qui n'a pas de numéro SIRET. Merci, merci Sylvain. Si vous avez, après, il se peut que parfois il y a des questions qui soient un peu plus précises, hein, donc n'hésitez pas à les faire remonter à Fabienne dessus. Et puis après, c'est au cas par cas. On essaie quand même de rester généraliste. Il y avait Mélissa Ginet. Avant M. Perrin. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. C'est bon, ok, parfait. Du coup, Sylvain a un peu répondu en fait à ma question. Donc, nous, on se posait une question sur notre territoire. On a des salariés de pharmacie en fait qui suivent une formation pour déployer ensuite un programme sur le territoire. Mais le souci, c'est que les pharmaciens l'officine n'est pas très veut pas forcément qu'il y ait une convention qui soit établie avec la pharmacie. Enfin, il veut pas que le financement passe par la pharmacie, puisque sinon, il y a forcément une taxe en fait qui s'applique, etc. Du coup, la réponse est un peu non de ce que j'ai compris. Du coup, c'est pas possible de rémunérer directement le salarié, même s'il est adhérent à la CPTS ou autre, par exemple. Alors là, vous allez rentrer sur un espèce de conflit qui est le conflit de statut. Un pharmacien assistant ou une préparatrice en pharmacie est salarié, point barre. Ça s'arrête là. Il a une exclusivité de service vis-à-vis de son employeur, qui est une officine de pharmacie avec un pharmacien ou des pharmaciens titulaires. Donc là-dessus, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, aller le rémunérer, pourquoi? Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que son employeur lui décide de ne pas lui payer un jour de travail puisqu'il a été absent. Et donc, vous allez compenser son absence en payant ce salaire. Donc ça, c'est une catastrophe que de faire ça. C'est catastrophique. Pour la CPTS, vous vous rendez juste complice, donc c'est moins grave. Par contre, pour l'officine de pharmacie, non. Enfin, c'est pour des actions qui sont en dehors du temps de travail. Et l'employeur est du coup d'accord pour que l'on rémunère directement le salarié, en fait. Voilà, c'est une action qui ne rentre pas dans le cadre du temps de travail. Ouais, j'avais lu, je pense, j'avais vu la question que vous aviez laissée dessus, et elle m'embêtait beaucoup, cette question, parce que sur les pharmacies, c'est le seul truc où c'est vraiment pas drôle par rapport à d'autres structures. Parce qu'une pharmacie, une officine de pharmacie, c'est pas un établissement de santé, c'est à mi-chemin d'à peu près tout, ou c'est même pas à mi-chemin, c'est éloigné d'à peu près tout, avec un statut qui n'est pas nécessairement favorable. C'est une problématique qui est rencontrée également dans les MSP pour aller associer des pharmaciens assistants qui sont docteurs en pharmacie, qui pourraient être amenés à être pharmaciens titulaires un jour, avoir leur propre pharmacie ou autre. Et chaque fois, on se retrouve sur un blocage qui concerne leur rémunération, alors qu'ils vont prendre toute leur part là-dessus. Les pharmaciens, cela dit, enfin les titulaires de pharmacie, enfin les officines, peuvent, ce qu'il faut leur dire, c'est vraiment, et très sincèrement, dites-leur, et si on faisait comme pour les URPS pharmaciens, point d'interrogation, parce que je sais comment se passe dans les URPS pharmaciens pour être avocat de quelques URPS pharmaciens, où en fait on arrive à ces dédommagements-là.
on arrive à ces dédommagements-là, mais ça restera jamais pratique. Ça restera du bricolage à faire avec les salariés, avec un courrier à faire de la part du salarié qui dit j'aimerais intervenir pour la CPTS et donc m'absenter 3 jours sans solde durant le premier trimestre, que derrière le pharmacien dise oui, ok, mais il n'y a pas de problème. Et en même temps, les négocier le fait que si vous les payez, ils vont déclarer ça comment? On parlait des retraités tout à l'heure, de dire ils déclarent ça comment? Là, un salarié, c'est compliqué de déclarer une somme qui arrive comme ça. Donc sinon, ça voudrait dire aller rembourser l'officine qui va payer derrière, plus des questions d'assurance. C'est vraiment le bazar. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Et avec, il faut agir vraiment avec les meilleurs sentiments possibles de la pharmacie. Moi, j'ai une CPTS pas très loin de chez moi, avec un trésorier qui est pharmacien de la CPTS et qui veut impliquer à tout prix les pharmaciens assistants, qui sont généralement des jeunes pharmaciens, parce qu'il veut les impliquer là-dedans à fond. Et lui, il a montré l'exemple aux pharmaciens du coin en disant c'est pas compliqué. Quand ils sont pas là, quand ils sont pas à la pharma, je demande juste d'avoir à être remboursé. Il faut faire forfaitement comme si c'était moi qui n'y étais pas, parce que la CPTS peut rembourser sur une journée d'absence un professionnel de santé qui agit. Comme ça, je réponds à une autre question qui est arrivée après. Oui, ça c'est possible d'aller dédommager forfaitairement un professionnel de santé qui agit pour la CPTS ou autre. Il n'y a pas de souci pour une perte d'activité, de revenus d'activité sur une journée. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que il a demandé à la CPTS, lui, ce pharmacien, de dire voilà, vous payez cette somme-là à la pharmacie, comme si c'était moi, et moi, je m'en sers pour compenser l'absence de mon salarié cette journée-là. Mais il faut vraiment que le pharmacien titulaire fasse la démarche. Sinon, il n'y a pas de règle. C'est impossible. Le souci, c'est que le pharmacien, enfin le titulaire n'est pas forcément pour que l'argent aille vers lui, puisque ensuite il doit déduire des parts pour reverser aux salariés. Moi, c'est ce qui m'a été remonté. C'est pour ça qu'il voudrait que ça voilà, c'est pour ça qu'il voudrait que ça passe directement par le salarié et pas par son officine. Oui, mais c'est pas possible. Sauf à ce que son salarié, il se déclare en indépendant, et un pharmacien, quand il se déclare comme indépendant, c'est uniquement pour se déclarer pharmacien titulaire. Et il n'aura pas le droit de le faire. Donc, vous voyez, c'est une problématique. C'est une problématique comme il peut en exister d'autres, mais il n'y a pas de cumul de statut en fait pour un pharmacien. Il peut y avoir un cumul de statut pour les infirmières, par exemple, qui peuvent cumuler plusieurs statuts. Pour les médecins, on peut même cumuler parfois, selon les professionnels de santé, un cumul même emploi public, activité privée. On peut cumuler plein de trucs. Chez les pharmaciens, c'est pas possible. Donc là, le pharmacien, quand il vous dit ça, il a à la fois raison. Non, auto-entrepreneurs, ils n'ont pas le droit, les pharmaciens. Il a à la fois raison et il a à la fois tort, quoi. Il a raison de dire non, mais après, c'est très compliqué à gérer. Donc là, il a raison. Par contre, peut-être son expert comptable n'est pas hyper imaginatif. Merci. Je peux vous dire ça. Il y avait Monsieur Perrin, après, je crois. Oui, et il y a des questions après dans le chat aussi. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que du coup, comment la CPTS peut rémunérer une asso pour le temps passé par des bénévoles de l'association? Est-ce que la CPTS peut faire un don à l'association? Alors, le don entre les associations est possible, mais ce n'est pas nécessairement clair. C'est juste pour vous rappeler que les sommes que vous percevez sont quand même des sommes qui relèvent de l'argent public. Alors, même si on a encore un peu de mal à qualifier juridiquement qu'est-ce que sont ces sommes, est-ce que ce sont des subventions de fonctionnement, est-ce que... les juristes, ils travaillent à donner cette qualification, mais il n'en demeure pas moins que c'est de l'argent public. Donc, quand vous faites un don, en fait, il n'y a pas de droit de regard formalisé comptablement dessus. On ne peut pas savoir très bien ce que c'était ou autre. Et surtout, quand on fait un don, normalement, c'est parce qu'il n'y a aucune contrepartie derrière.
C'est le principe du don, quoi. Voilà. On donne à Médecins du Monde, on donne au Resto du Cœur, au Secours Pop, peu importe. C'est un don, il y a rien, il n'y a absolument aucune contrepartie derrière. Là, dans le cas où vous décrivez, c'est un don pour des gens qui vous auront aidé bénévolement à des trucs. Donc, il y a bien une contrepartie. Donc, dans ce cadre-là, mieux vaut faire une convention toute simple, de 2 pages, c'est même pas, même une seule page, ça suffit. Mais dans lequel il y a marqué convention de partenariat. Bah, votre CPTS et l'association machin truc décident de collaborer ensemble à la réalisation d'un projet. Bah, pour ce faire, la CPTS verse pour la réalisation de cette opération une somme de 500 €. Voilà. Une petite convention. C'est sans objet fiscal. Ça sera fait entre 2 associations. Il faut évidemment éviter de parler de prestations ou autre, mais ça sera un peu plus, alors pardonnez-moi le terme, un peu plus propre, parce que ça sera un peu mieux cadré juridiquement que de faire un don qui ne va pas correspondre en fait à une réalité, parce que ça ne sera pas vraiment un don. C'est un petit peu différent. Mais parfois, quelque chose de très simple, hein, vous voyez, une convention, mais simplissime pour dire, voilà, on a un projet commun, et l'association machin a besoin d'un peu de fonds pour aider, ou pour nous aider, donc on convient de lui verser 100 €, et l'association s'engage à ne pas, je sais pas, là vous pouvez marquer, s'engage à ce que cette somme-là ne soit pas utilisée pour payer des salaires, machin, etc. Enfin, mettez ce que vous voulez là-dessus, mais c'est un peu plus clair qu'un don. Voilà. Je ne sais pas si ça a D'accord. répondu, M. Perrin, à votre question. Oui, alors c'est dans le cadre effectivement où il y a une association qui est adhérente ou pas à la CPTS, qui travaille sur un projet, qui met à disposition du temps de personnes, mais qui, elles, sont salariées et pas professionnelles de santé. Donc la question, c'est comment rétribuer d'une façon ou d'une autre ce temps-là. Et voilà, on ne peut pas rémunérer les bénévoles. Convention de partenariat. Convention de Ok. partenariat là-dessus avec la définition du projet qui est développé en commun. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci pour une rémunération. Mais là, après, ça va toucher sinon aux salariés et la problématique de la rémunération de salariés extérieurs qui interviennent pour la CPTS. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où là-dessus, on peut pas tout faire. Et je suis certain, vous voyez, on parle de ça, on est au 3e trimestre 2025. Je suis certain que d'ici 18 mois, 2 ans, ces problématiques-là, qui sont des problématiques qui viennent de façon récurrente, et lorsque nous, on les fait remonter au ministère de la Santé, on dit, là, on a une problématique de fonctionnement, parce qu'on n'est pas sur des fonctionnements qui sont clairs. Parce que c'est super, hein, qu'il y ait la loi, mais par contre, c'est pas pratique. Sur le terrain, c'est pas pratique. C'est à côté. On tape à côté de beaucoup de choses. Donc là-dessus, je pense que sera donnée la capacité au CPTS d'aller un petit peu plus loin dans ces conditions de partenariat et de coordination avec des structures extérieures, dès lors qu'elles ne relèvent pas du champ lucratif, je pense. Merci. Alors, il y avait une question qui dit: bonjour, y a-t-il conflit d'intérêt si la CPTS rémunère un professionnel de santé adhérente pour animer des ateliers? Donc une rémunération en dehors des travaux pour monter des projets, des temps de réunion. Alors non, il y a pas, pour moi, il y a pas de difficulté. Donc ça, c'est Madame Sensium qui posait cette question. Il n'y a pas de souci, il faut juste faire attention à une chose. Là, moi, ce qui me gênerait, c'est si cette personne, là, c'est la diététicienne qui fait des ateliers ou autre, elle occupait un poste du bureau. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, on se dit, bon, bah là, on cadre, on est bien dans les engagements pris au travers du Code de la santé publique pour des opérations à monter par les CPTS, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, à un moment ou à un autre, il y a des gens qui choisissent les orientations d'une façon générale et la mise en application de ces orientations. Donc, le bureau qui va dire, ah ben tiens, on va faire cet atelier-là. Donc, si le bureau dit, il y a la diététicienne qui est présidente du bureau qui dit, ah ben tiens, on va faire des ateliers de diététique pour la population, et puis comme je suis la seule diététicienne, c'est moi qui vais les faire et je vais me rémunérer. Là, ça devient dangereux. Ça devient même extrêmement dangereux. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous rémunérez, vous trouvez un moyen subtil pour vous rémunérer, et que parce que vous avez pris à la fois la décision, vous avez tout fait toute seule. Maintenant, si la diététicienne, c'est juste une adhérente,
à ce moment-là, il n'y a aucun problème, puisque si vous faites appel à une diététicienne, c'est parce que vous avez besoin d'une diététicienne pour faire ces ateliers-là. Donc voilà, la seule bémol que je mettrais, c'est par rapport aux gens qui sont dans le bureau. Et dans ce cadre-là, c'est un peu gênant, mais est-ce que ça veut dire que donc tous les professionnels de santé, pardon, il n'y a que des professionnels de santé, mais est-ce que les PS qui sont au bureau, est-ce que eux, donc ça veut dire qu'ils ne seront jamais rémunérés? La réponse, elle est non, mais peut-être pas sur des actions directes de la sorte. Ou vous nous appelez, on trouvera une solution. Mais en tout cas, de façon directe comme ça, il faut quand même être un petit peu prudent, parce que là, on contreviendrait au principe de bénévolat des dirigeants associatifs. Donc là-dessus, voilà. Donc oui, la question, elle a été posée par Madame Ando. Les membres du bureau peuvent participer, il n'y a pas de souci, mais pas de façon comme ça directe, quoi. Pas de façon aussi directe. Participer s'il a une CPTS, je vous dis ça, allez, on reprend une épidémie, campagne de vaccination, c'est la CPTS qui coordonne, vous touchez les fonds pour aller motiver tout le monde ou autre, et au bureau, vous avez le bureau parfait, toutes les familles de professionnels de santé représentées, un médecin, une infirmière ou autre, qui va aller piquer sur la campagne. Est-ce que ça veut dire qu'ils auraient droit à rien? Non, parce que là, on est vraiment sur une action qui est très large, qui va concerner tout le monde. Mais maintenant, lorsque vous faites des ateliers qui sont extrêmement ciblés, c'est là où il faut être un peu plus vigilant, quoi. Alors, une question de la CPTS Vallée du Gier. En tant que membre du conseil d'administration, si le membre est aussi référent d'un groupe de travail et fait l'atelier, est-ce que c'est bon? CF, ce que je viens de dire, dans le sens où ça va dépendre de l'atelier. S'il n'y a qu'un seul atelier ou s'il y a plein d'ateliers, ça va dépendre de plein de facteurs comme ça. En réalité, là, on commence à toucher du doigt ce que je ne vais pas pouvoir dire de façon généraliste, où il va falloir vraiment s'attarder au cas par cas. Parce que là, la question que j'ai envie de vous poser, ok, j'ai un référent d'un groupe de travail professionnel de santé, il est membre du CA. Déjà, il est membre du CA, il n'est pas membre du bureau. Donc déjà, c'est un point positif, un point plus positif. Mais est-ce qu'il y a un atelier? Mais est-ce qu'il y a genre 4 ateliers dans l'année, tout confondu? Ou est-ce que vous avez 4 ateliers par mois? Vous voyez, ça doit s'adapter vraiment, on va rentrer vraiment au cas par cas. Et parfois, vous pouvez avoir même des gens du bureau qui vont être rémunérés parce qu'ils font un atelier très précis. Voilà, et ça posera absolument aucun souci, notamment par rapport à potentiellement des professionnels de santé qui sont ultra spécialisés sur une question. Si vous avez un kiné qui est spécialisé en vestibulaire, pardon, ils sont très très peu nombreux en France, les kinés avec cette spécialité, et que par bonheur, vous avez la chance d'en avoir un qui est dans votre bureau, et qui a une opération qui est menée dessus ou autre, et qu'on sait qu'il n'y a pas d'autres kinés vestibulaires sur le territoire de la CPTS, et au-delà même sur les autres CPTS adjacentes, on va pouvoir considérer que là, on est bien sur un besoin qui est exprimé vis-à-vis de quelqu'un qui, normalement, avec qui on devrait prendre toutes les précautions, toutes les réserves par rapport à sa rémunération. Et là, pour le coup, on va dire, bah ouais, mais là, c'est valable, quoi. C'est quelqu'un qui est ultra spécialisé, qui correspond à une attente précise sur l'instant T. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Leur défile à une vitesse absolument incroyable. Je vous réponds à la volée à quelques petites questions qui ont été posées. Sur les assurances, est-ce qu'une CPTS doit être assurée? Oui, elle doit être assurée. Est-ce que je peux vous définir ce qu'il faut mettre dans votre responsabilité civile, dans la responsabilité civile dans l'RCP de la CPTS? Non, parce que ça va dépendre de ce que fait votre CPTS. Il faut juste qu'elle soit assurée quand elle fait des ateliers. Il faut qu'elle soit assurée si elle a même des actions de santé à proprement parler, pourquoi pas, et pas uniquement en ETP. Donc là, n'hésitez pas. Vous avez pléthore d'assureurs qui sont autour des professionnels de santé. Par exemple, prendre la MACSF ou la médicale, voilà, tout le monde les connaît. Demandez-leur.
où ils travaillent des produits. Alors, ils n'ont pas été rapides, hein, au démarrage, ça a été plutôt très très long et ça l'est encore à mon goût beaucoup, beaucoup trop sur d'autres sujets, mais ils commencent à avoir des produits. Alors, ça ne doit pas vous coûter très cher non plus, hein. Encore une fois, c'est pas la CPTS ne va pas être tenue responsable pour des actes ou pour des soins qui ont été faits. Du tout, le CPTS n'a pas vocation à ça. Donc, finalement, moi, si j'ai un indice à vous donner, je connais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir les tarifs qui sont pratiqués, mais il n'y a aucune raison pour que ce soit très cher. Voilà. Une responsabilité civile pour une association, ça coûte quasiment rien, ça coûte 80 € par an. Voilà, là, ça doit être un peu plus cher, c'est un peu plus spécifique, mais sauf si vous faites des trucs extraordinaires qui méritent d'être assurés tout le temps, oui, mais sinon, ça ne mérite pas. Par contre, faites-le, hein, obligatoirement, et faites également pour vous, ou vous, Coordo, pour votre bureau, prenez une RCD qui est une responsabilité civile dirigeant aussi. C'est-à-dire qu'ils soient protégés en cas de sinistre, et là qu'ils soient protégés au travers de leur mandat. Alors, normalement, parfois, c'est inclus directement, hein, dans les produits d'assurance, en responsabilité civile des CPTS, mais regardez-le. Donc voilà, ça répond aux deux questions sur les assurances. Discuter avec les assureurs directement, négocier. Tous négocient, hein. C'est comme les banques, hein, tous négocient, hein, donc, hors de question que vous laissiez faire. Alors après, moi, c'était là où j'aurais bien aimé qu'on en parle un petit peu plus. C'est sur ces points-là qui sont sur les modalités de gouvernance, etc., etc. Juste vous dire qu'une CPTS, aujourd'hui, elle est sous format associatif. Alors, elle peut être sous un autre format, puisque la loi ne distingue pas, mais vous avez 80, presque 100% des CPTS qui sont sous format associatif, parce que les ARS, donc le ministère de la Santé et l'assurance maladie, dit qu'il faut que ça soit en association. Bon, la loi ne dit pas ça, mais c'est pas grave, et au contraire, c'est le support, c'est le véhicule juridique le plus adapté là-dessus. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez dans les statuts d'une association, dès lors qu'aucun principe de discrimination n'est appliqué. Vous devez en revanche obéir à une règle qui est celle valable pour les CPTS, c'est-à-dire que la gouvernance et la direction de la CPTS, de l'association, soient réservées aux professionnels de santé. Dans votre CPTS, vous pouvez accueillir tout le monde, dès lors que tout le monde ne va pas prendre le contrôle de la CPTS. Est-ce que vous pouvez faire adhérer un établissement hospitalier public? Oui. Un établissement hospitalier privé? Oui. Du médico-social, de l'EHPAD, quelle que soit forme lucrative, non lucrative? Oui, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez faire adhérer, on en parlait tout à l'heure, psychologue, assistante sociale, donc sur le médico-social également? Oui. Il faut juste que vous gardiez à l'esprit que la gestion, la direction de la CPTS doit revenir aux professionnels de santé. Et dans l'esprit de la loi, c'est revenir aux professionnels de santé. Et au-delà de ça, c'est censé revenir aux professionnels de santé libéraux. Est-ce qu'une collectivité locale peut également, je parle de l'esprit de la loi, Sylvain, est-ce qu'une mairie, une communauté de communes ou autre peut adhérer à la CPTS? Oui, parfois c'est même très bien. Est-ce que les associations d'usagers ou autres peuvent adhérer également? Oui, bien sûr aussi. Mais maintenant, ce que la loi dit, l'esprit de la loi, les attendus de la loi, c'est-à-dire ce qui n'est pas nécessairement contenu, qui reste valable, mais qui n'est pas nécessairement contenu dans le Code de la santé publique, c'est exprimer que ce sont les acteurs de santé qui doivent être acteurs de la direction de la structure. Donc, faire venir des gens dedans, il n'y a absolument aucun problème. Que par contre, les professionnels de santé en gardent le contrôle, ça semble une évidence. Parfois, la loi est trahie, hein, sur les CPTS. Hein. Il y a encore 2-3 CPTS en France qui sont dirigés par des CHU. Hein. Notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce qui est purement choquant d'ailleurs, mais c'est pas ça, l'esprit de la loi, c'est pas celui-là, du tout. Donc, à la question qui était de dire, je sais David, comme il est 14h, quels sont les éléments qui doivent être votés en assemblée générale, bureau ou autre? Dites-vous qu'il y a juste une règle qui doit être applicable, c'est les comptes de l'association doivent être votés en assemblée générale. Tout le reste
vous faites ce que vous voulez. Alors théoriquement, quand vous modifiez les statuts, c'est quand même l'usage veut que ça soit l'Assemblée générale qui le fasse aussi. Mais c'est très très vaste, on a une liberté statutaire dessus. Donc c'est des équilibres à trouver. Moi, quand j'interviens pour les CPTS et qu'on travaille sur les statuts, ou qu'on retravaille sur des statuts qui sont préalablement existants, on essaie de faire toujours attention à une chose qui s'appelle l'équilibre. C'est l'équilibre entre les différents intervenants sur une CPTS, entre les gens qui sont déjà organisés en exercice coordonné au travers de MSP ou qui sont en ESP, les gens qui sont en établissement, proprement parlé, centre de santé ou autres, ou des structures, hein, SIAD, qui sont là, les gens qui sont complètement en libéral, etc. C'est trouver des équilibres là-dessus et essayer d'assurer la meilleure représentativité possible aussi selon les familles professionnelles et selon les types d'acteurs qui sont là. Ça, c'est des gros travaux qui sont à mettre en œuvre d'un point de vue statutaire. Ça prend parfois beaucoup de temps. Ça prend 4-5 réunions de plusieurs heures pour trouver la solution que nous, on va traduire juridiquement et sur des bases. Mais c'est un temps à passer parce que ensuite, vous allez essayer de le garder. Donc l'accès direct, il y a une question qui a été posée que je n'ai pas du tout compris. C'était est-ce qu'il y a des modifications de statut à faire pour permettre l'accès direct aux orthophonistes et aux kinés? Pour moi, les orthophonistes ou les kinés, c'est des professionnels de santé. Donc je pense qu'il doit y avoir un mot qui a sauté ou un truc comme ça, parce que la question, elle était pas super claire, malheureusement. C'est juste que c'est une nouveauté qui arrive dans les CPTS, et notamment pour les kinés, il y a des expérimentations qui arrivent pour de l'accès direct uniquement en CPTS. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, il faut modifier les statuts pour permettre cet accès direct. De mon point de vue, il n'y a pas de lien direct entre les statuts de la CPTS en tant que tel et la question de l'accès direct, qui est une problématique professionnelle. Oui, non, mais pour moi, il n'y a pas besoin. Voilà, merci Sylvain. Oui, ok, non, mais j'ai compris. J'étais à milieu du truc, quoi. Il aurait fallu me faire une astérix en m'expliquant le truc. Non, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas de nécessité particulière actuellement. Il y avait 2 questions dans la conversation auxquelles vous n'avez pas répondu. Et il y avait Théo Morales qui voulait reprendre, qui avait une nouvelle question. Alors, je réponds à Valérie. Alors, coucou Valérie, déjà. Parce qu'on se connaît depuis longtemps, Valérie et moi. Question Azalée, son avenir et la pertinence du conventionnement CPTS Azalée. Alors là, bonne question. Je ne me prononcerai pas sur l'avenir. Je pense que et Sylvain, et Étienne, ou Fabienne et Marion pourront peut-être un peu plus te répondre là-dessus. La pertinence d'un conventionnement CPTS Azalée, moi, sur celle que j'ai vue, c'était plutôt pas mal. En tout cas, ça se passait bien. Voilà, donc si ça s'arrête, c'est pas très grave, dans le sens où ça reste qu'une convention. Donc une convention, normalement, elle est conclue pour une durée déterminée. Donc même si elle se renouvelle, si elle est reconduite, alors c'est une sorte de reconduction tacite qui n'est plus possible en droit français, mais s'il y a une reconduction tacite qui existe dessus, elle pourrait dénoncer à tout moment. Donc si ça marche, ça fonctionne bien, il n'y a absolument, alors vraiment absolument aucune raison de s'en priver. D'ailleurs, ça me fait penser, oui. Ce qui nous inquiète, c'est plutôt le transfert de responsabilité au regard de l'épuisement, ou est-ce qu'il n'y a pas un effondrement d'Azalée en ce moment dans tout ce qu'on entend? Et est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas revenir sur les CPTS de soutenir ces dispositifs qui sont, enfin, nous on a des Azalées sur le territoire et effectivement on est convaincus de l'intérêt de leur présence. Et c'est la raison pour laquelle on interroge cette histoire de conventionnement. Mais c'est encore une fois la question des responsabilités qui nous inquiète et la manière dont on va gérer ça, parce que ça reste aussi quand même du déclaratif, ce qui se passe dans l'activité du professionnel. Ouais. Alors, réponse en 2 temps. Moi, je réponds techniquement parlant. Est-ce que ça pourrait revenir? On peut très bien imaginer de dire, écoutez, vous étiez en conventionnement sur Azalée, il n'y a plus de dispositif, donc c'est vous qui récupérez le truc. Généralement, derrière, on va quand même payer pour ça. Hein. On n'est pas sur, je pense pas qu'on soit sur une forme de gratuité, ça sera rémunéré d'une façon ou d'une autre. Techniquement parlant, je vois pas comment on pourrait vous mettre une obligation de l'accepter, c'est pas possible.
Voilà, donc là-dessus, peut-être un peu vous tranquilliser. Et après, je laisse les élus de la FEMASORA ou les collaboratrices de la FEMASORA vous répondre sur l'effondrement Azalée. Ok, on a l'occasion de le traiter en inter-CPTS, donc je pense qu'on aura la possibilité de pousser un peu plus loin ces questions. Je ne vais pas emboliser les séances avec ça. Écoutez, ou peut-être votre question? Oui, merci. J'avais une question par rapport aux assurances, aux salariés et aux accidents de travail. Si j'ai compris, donc un salarié d'une pharmacie typiquement intervient dans le cadre de la CPTS. On fait une convention avec la pharmacie. En cas d'accident, dans le cadre de la CPTS, comment ça se passe? Alors, avec des l'accident, il est déclaré auprès de l'employeur qui est pas la CPTS. En revanche, l'employeur, comme il aura passé une convention avec vous, peut se retourner vers vous. Enfin, en l'occurrence, ça se passe entre assureurs, hein. D'où l'importance d'avoir une assurance, hein. Par ailleurs, Théo, vous avez raison de le dire. Mais ça se passera entre assureurs. C'est-à-dire que vous avez l'assureur de la pharmacie, sa prévoyance, en l'occurrence, là, ça va être de la prévoyance selon la gravité de l'accident, qui va dire, voilà, c'était dans le cadre d'une mise à disposition, donc il faut voir comment s'est passée la mise à disposition, donc donnez-nous les contacts de la CPTS pour qu'on puisse contacter son propre assureur. Ça se passera entre assureurs, et finalement, la CPTS ne sera pas inquiétée directement, sauf si, bien sûr, il n'y a pas vous n'avez rien du tout, quoi. Vous avez rien. Mais c'est pas un truc, c'est même pas tant un truc qui aurait tendance à m'inquiéter par rapport à ça, parce que les prévoyances, les systèmes complémentaires, ou après même les régimes d'assurance maladie ou autres, vont pas rechercher nécessairement la responsabilité là-dessus, quoi. Alors c'est pas ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, ça arrive, mais dans des circonstances particulières, notamment sur des mises à disposition très longues ou très très longues, ou faites de façon redondante, etc., etc. C'est-à-dire avec des gens qui abusent, où ils ont la puce à l'oreille. Mais là, si vous avez une convention de mise à dispo pour aller faire de la vaccination, je dis, alors ça ne vous concerne pas parce que vous êtes sur Clermont, mais au fin fond d'une vallée, et voilà, et il y a un pharmacien assistant qui va aller avec une infirmière, à tous les deux, ils vont aller faire les villages. Et ça, c'est prévu pendant 2 mois de faire ça tous les vendredis, et que ils se cartonnent en voiture, malheureusement, en rentrant. Là, normalement, c'est l'assurance, c'est évidemment c'est l'assurance voiture. Donc là-dessus, il faut que vous fassiez un peu attention. N'oubliez d'avoir une convention, vous voyez, avec l'employeur principal, de dire, OK, dans ce cas de figure-là, il faut qu'on vous assure que le salarié, il est bien couvert, il est bien machin, etc., quoi. Et que vous-même, auprès de votre assureur, vous dites, voilà, j'ai une convention de mise à disposition avec 2 salariés qui interviennent juste un jour par semaine pendant 2 mois, et puis après, je les verrai plus. Est-ce que je suis assuré pour tout? Et puis voilà. Mais ça aurait plutôt tendance à se retourner contre l'employeur principal. Et il y avait une dernière question dans le fil de discussion. Est-ce que vous conseillez, maître Pontonnier, d'avoir un contrat avec un avocat pour la rédaction des documents type accord d'entreprise, délégation de pouvoir, rédaction de statut? Alors, ma réponse est toujours la même. C'est oui, systématiquement pour la première fois. Après, normalement, vous avez tous, c'est obligatoire, vous avez un cabinet d'experts comptables qui peut venir en relais, qui peut répondre à des questions qui sont simples ou autres. Après, c'est des questions de sensibilité, hein. Mais il y a des choses que je considère que on peut pas faire, vous pouvez pas faire seul. Alors, je vous dis d'autant plus que c'est très rare que nous on fasse des accords d'entreprise, mais les accords d'entreprise, si vous passez pas par des cabinets qui s'y connaissent, vous allez taper à côté, parce que c'est des procédures qui sont extrêmement complexes à mettre en place, notamment avec les organisations professionnelles, c'est-à-dire les syndicats. Voilà, c'est pas des choses qui sont très très simples. Merci alors, et les questions relatives au droit du travail, ça vous avez expert comptable, ça sert à rien
de passer par un avocat. Un avocat, vous allez voir, quand c'est des grosses questions du travail, ça va être de dire, bon, voilà, on est vraiment sur un problème, on aimerait passer au forfait jour, comment on fait, c'est ce genre de questions-là. Mais par contre, vous avez l'expert comptable qui peut vous répondre déjà à beaucoup de choses. Juste un point pour tout le monde, sur lequel je tiens. Donc là, moi, j'envoie systématiquement à tous mes clients, en ce moment, un petit article qui est paru dans Le Parisien il y a 10 jours de ça, qui montre l'efficience de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait que vous avez 38% des réponses qui sont faites sur ChatGPT qui sont fausses. Et vous avez 36% qui sont faites sur Mistral, donc là c'est Cocorico, c'est français, qui est à 36% de réponses fausses. Gemini, c'est 19%, etc., etc. Sur les réponses juridiques, donc sur les requêtes qui sont faites sur ChatGPT ou sur Mistral, des requêtes de nature juridique, vous posez une question de nature juridique, ChatGPT, on monte à 60% de réponses qui sont fausses. Donc, attention avec l'utilisation de l'IA. L'IA, grand public, n'est pas programmée pour répondre à des questions précises. C'est juste, je voudrais savoir, je ne me souviens plus du titre, du nom du film de Scorsese avec Robert De Niro. Là, ça va vous répondre, c'est bien, c'est chouette, voilà, c'est très bien. Ou des petites questions ou autres, ou des reformulations, des formulations de phrases, ou autre, c'est génial. Sur des questions précises et notamment juridiques, surtout, ne croyez pas ce que vous lisez. ChatGPT n'est pas capable de sortir un arrêt de la Cour de cassation correct. Il les invente. Et il y a une dégradation du service qui arrive au fur et à mesure du temps, où aujourd'hui, il invente même des textes de loi. Donc, attention là-dessus. C'était exactement pareil. Là, c'est pour je dis ça pour tous les médecins. Je sais qu'Étienne soutient là-dessus. C'est tous les patients qui vont sur Doctissimo. Ou de toute manière, qui vont se pointer dans vos cabinets en disant « mais j'ai demandé à ChatGPT ce que j'avais avant et j'ai un locum en phase 4, docteur. » Voilà, c'est attention là-dessus. Faites vraiment attention. Moi, au cabinet, on se sert d'une intelligence artificielle, mais qui est juridique et qui est créée avec les éditeurs que vous connaissez tous, au moins de nom, c'est-à-dire Dalloz, vous savez, c'est les petits codes rouges ou autres. C'est les éditeurs qui travaillent avec de la start-up d'IA et qui se basent sur quelque chose de correct et de réel, mais qui ne sont pas des outils grand public. Alors, vous pouvez l'acheter, hein, mais ça coûte 180 € par mois. Mais là, vous aurez une bonne réponse. Mais n'allez pas sur les IA. Vaut mieux que vous passiez par des vrais interlocuteurs, par vos interlocuteurs habituels, c'est-à-dire vos cabinets d'experts comptables, par la Fédé. Si la question elle est complexe de toute manière, Fabienne ou Marion ou d'autres viennent vers moi pour me poser la question auquel je vais répondre pour vous, vous aurez une réponse, etc. Mais attention à l'utilisation de l'IA là-dessus, parce qu'on a vraiment vite fait de se planter. Donc la réponse est, est-ce qu'on a besoin de faire appel à un avocat? Oui, au départ, pour poser des bases, et après, normalement, un cabinet d'avocats censé normal vous donne des bases pour que vous puissiez fonctionner sans avoir à l'appeler tous les 15 jours, quoi. Voilà. Le truc, il est fait, vous êtes tranquille pour 2, 3, 4 ans ou autre. Et par contre, quand il arrive un pépin, où vous voulez faire des gros changements, ou qu'il y a un gros changement réglementaire, ça peut arriver, là, vous sollicitez. Mais vous avez sinon suffisamment d'intervenants pour ça. Bon, moi, je pense qu'on est arrivé. Non, s'il y avait autre chose, Maître Pontonnier? Non. Je regarde la liste des questions. Il y en avait d'autres, hein, bien entendu, mais chaque fois, c'est court. Oui, vous avez été un peu contre. En tout cas, oui, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Maître Pontonnier, pour votre efficacité. C'est un exercice qui était quand même pas facile, parce que c'est vrai que les questions étaient nombreuses et puis assez vastes en termes de thématiques. On a un peu débordé, mais c'était important de prendre ce temps-là. On espère en tout cas que ça a répondu à vos attentes. On a essayé de laisser la plus de place aussi à vos questions en essayant d'anticiper et puis de vous permettre de réagir en direct et puis sur le chat. Ça appelle sûrement à refaire le même exercice, Maître Pontonnier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'ici quelques temps. Oui. Parce qu'on a. Enfin, moi, j'ai un peu le sentiment, en effet, que y a sûrement d'autres questions et il y a sûrement un besoin
d'approfondir ou de revenir sur certaines questions, notamment sur les rémunérations. Donc, on aura l'occasion de vous ressolliciter si vous êtes d'accord. Et puis, encore merci. Voilà. Avec plaisir sur les CPTS. On se retrouve sur les MSP là de façon plus fréquente. Donc, et sur les CPTS, on est là aussi. Un plaisir. Et puis, si vous avez des questions complémentaires, encore une fois, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ou autre, ou des précisions, n'hésitez pas à passer par Fabienne, qui est notre correspondante CPTS. Voilà. Puis, n'hésitez pas à passer par la Fédé, par nos cordeaux. En cas de questions, on relaie les questions. S'il y a beaucoup de questions qui reviennent, ce sera pour nous aussi l'occasion de repréparer quelque chose. Et puis, prochain rendez-vous mardi, pour ceux qui ne sont pas inscrits. D'ici là, bon week-end à tous, bon après-midi. Merci à la commission. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.